Je suis ici au Grand Manège, dans ce lieu qui est devenu aujourd'hui mythique. On peut dire qu'on n'a pas encore vécu 20 ans, ni 50 ans. Très peu de temps et déjà la salle fait parler d'elle partout dans le monde. Parce qu'on peut avoir dans ces murs les plus grands artistes du monde. Aujourd'hui, j'ai une grande admiration par tout ce qui a été réalisé ici. Et le Grand Manège est aujourd'hui pas seulement une salle de concert, une salle de création, mais aussi un des lieux les plus admirés au monde pour enregistrer de la musique de tous les styles. C'est pour cela que pour moi, inaugurer une nouvelle saison dans ces lieux est pour moi une très grande fierté. Alors, bon vent, todo lo mejor y muchas gracias.
C'était vraiment... c'est la grande nouvelle, en fait, on a 40 ans, le cours de chant a 40 ans. C'est quelque chose, et on va construire un récit. On a construit une saison exceptionnelle. Oui. Je pense qu'il faut être conscient du parcours, parce que ce parcours a justifié, comme tu le disais tout à l'heure, le fait d'avoir cette salle quelque part à un certain moment. C'est-à-dire que le parcours est devenu tellement international, tellement prestigieux, qu'à un certain moment, la ville de Namur s'est dit finalement un écrin à la mesure de cette institution, c'est pas une mauvaise idée. Et donc, par rapport à ça, le lien avec la saison, c'est quoi? C'est que une des raisons de bâtir cette salle, c'était de se rendre compte que par rapport à tout ce que le chœur de chant faisait dans le monde entier, le public namurois ne pouvait en profiter de 20% à peu près, maximum, chaque année. Des tas de choses se faisaient partout, ailleurs, mais pas ici. À partir du moment où la salle est ici, on est passé à une proportion plutôt autour de 70%, on va dire. Et donc le challenge pour la saison 26-27, c'est de dire 100%. Vous avez compris? Ou je le répète. Donc attention au menu, hein, ça veut dire 13 concerts, ça va nous porter chance évidemment. On commence par une Médée de Charpentier, avec Stéphane Fuget et son ensemble Les Épopées, avec lequel on ira ensuite à Paris, à Toulouse et ailleurs, et avec une prise de rôle très importante qui est celle de... Marie-Nicole Lemieux, voilà. La québécoise. Vous vous en souvenez sûrement, vous l'avez entendu. À peine quelques jours plus tard, on va faire une découverte, hein, les découvertes dans le domaine de l'opéra baroque, notamment français, on aime beaucoup ça, notamment en compagnie, en très bonne compagnie, celle de Reinhold van Mechelen et de Anocte Temporis. On va faire un Alcide. Quelques jours plus tard, on revient avec, cette fois-ci, les talents lyriques et Christophe Rousset pour un programme Charpentier, Missa Assumpta Est Maria et Campra, le célèbre Requiem de Campra. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment une œuvre absolument Si vous ne le connaissez magnifique. pas, il y a le Requiem de Mozart, le Requiem de Fauré et le Requiem de Campra. Vraiment, c'est le trio. Et puis après, il y a Verdi, tout ça, mais franchement, Campra, Le podium personnel de Laurent, c'est superbe. Voilà. Ensuite, on va faire quelque chose de tout à fait différent, parce qu'on ne fait pas que de la musique baroque, même si on en fait beaucoup. C'est une création contemporaine, dans le cadre du festival Ars Musica à Bruxelles et à Namur, donc une messe des glaces. Il se fait que le festival Ars Musica en 2026 a choisi toutes les musiques scandinaves et au-delà du cercle polaire, et que donc c'est une source d'inspiration pour Jean-Luc Fafchamp, dont on parlait tout à l'heure, pour créer une messe pour soprano solo, chœur et quatuor de trompe. Début décembre, on va revenir à la Renaissance avec notre compositeur fétiche, puisqu'il est namurois, n'est-ce pas, Jacques Arcadelt. On continue à considérer que c'est un talent merveilleux. Je pense d'ailleurs que Léo va nous en parler dans une autre vidéo. Il reste absolument convaincu que pour la première génération du XVIe siècle, c'est un compositeur absolument de référence, mais qui n'est pas encore suffisamment défendu. Donc on va faire une journée Arcadelt avec un premier concert à midi d'un des chanteurs du chœur avec luth, autour des madrigaux de Arcadelt et Verdelot, et un concert du soir avec Leonardo, le chœur de chambre Capella Mediterranea, avec une table ronde aussi qui va vous parler du compositeur à 18h, et on aura comme invité Jorge Morales qui, à notre demande, vient d'écrire un livre sur Jacques Arcadelt et qui sera donc présenté notamment à la presse à cette occasion. Ce n'est pas le portrait de Jacques Arcadelt, c'est l'imagination féconde de Jérôme Lejeune et de moi-même. On a été chercher ce tableau parce qu'on trouve qu'il a une bonne tête de Belge. Et c'était un musicien qui officiait chez les Medici, donc ça pourrait coller. Voilà. Bref, et donc on termine l'automne avec un concert de Noël, avec d'autres partenaires encore. C'est le concert de l'Hostel-Dieu avec Franck-Emmanuel Comte. Et on va faire avec lui en décembre une messe brève de Bach et une très très belle messe concertante de Pergolèse. Mais ce n'est pas fini parce que dès qu'on arrive en janvier 27, on commence rien de moins qu'avec la messe en si de notre ami Bach, en compagnie d'Il Gardellino et de Bart van Rijn. Dès le mois de février, on refait l'Orfeo de Monteverdi avec Leonardo Capella Mediterranea. Au mois de mars... Ça, c'était au mois de mars dernier à la Philharmonie de Paris. Oui. Et fin avril, on est à la Philharmonie de Hambourg avec cet Orfeo. Voilà. Alors pourquoi ne pas revenir à Namur, hein, je vous le demande.
Au mois de mars, on aura l'occasion d'avoir les 2 Passions de Bach. La Saint-Matthieu avec Leonardo de nouveau et Capella. La Saint-Jean avec Reinhold van Mechelen et Anocte Temporis. Après, pour changer, on passe aux opéras en version de concert, avec une vraie découverte d'abord. Ça se passe au mois d'avril et c'est le premier concert que dirigera ici René Jacobs, qui n'est quand même pas n'importe qui non plus, avec Baroque Orchestra. C'est un Falstaff, mais de Salieri, avec une distribution vocale. Vous la découvrirez dans la brochure, mais franchement, c'est du très haut de gamme. Et puis le mois suivant, au mois de mai, nous aurons droit à Ercole Amante, mais pas celui de Bembo qu'on fait cette saison-ci à Paris, celui plus connu d'ailleurs de Cavalli, qui est une spécialité, un compositeur favori de Leonardo. Et puis, fin mai, on aura tout à fait autre chose, un programme romantique cette fois, donc un programme d'œuvres a cappella et avec orgue. Ce sera l'occasion de réinstaller un orgue dans la salle, comme on l'a fait au festival l'année dernière pour le concerto de Poulenc, pour ceux qui étaient là, avec Cindy Castillo. C'est du Mendelssohn et ce sera dirigé par Thibaut Lennartz, l'assistant de Léo pour le chœur, avec Alessandro Urbano à l'orgue. Alors on n'a pas voulu en rajouter trop parce que je pense qu'on va avoir du Beethoven un peu partout. Alors vous allez trouver ici dans la programmation, à différents endroits, des œuvres quand même de référence. Il y a quand même la 2e symphonie par exemple dirigée par Ton Koopman. On aura 2 fois, c'est un hasard, le 4e concerto pour piano. Donc si vous ratez le premier, vous avez une 2e chance. Il y aura le concerto pour violon aussi. Il y aura un très beau concert de musique de chambre avec le Quatuor Eben qui va jouer notamment la dernière grande fugue. Mais on a décidé de confier le fil conducteur Beethoven de façon privilégiée à un partenaire privilégié de la salle depuis ses débuts, à savoir Éric Lesage, qui, comme vous le savez, est parmi nous. Éric Lesage va nous jouer du Beethoven. Je te tends le micro. Bravo. Merci. Tu as fait un mash-up, là, non? C'est un mélange? Non, j'ai pas fait un mélange, parce que je me suis dit que c'était un petit peu long, alors j'ai juste joué le mouvement lent de la sonate pathétique. Alors, tu nous as élaboré un programme Beethoven cette année. Tu dois garder le micro. Oui, pour faire très court, vous savez que Beethoven, c'est un des rares compositeurs dans lequel on sépare 3 périodes. Il y a un peu Gabriel Fauré dans le même cas, mais 3 époques de sa vie dans lesquelles il a écrit de la musique très différente. Donc la première époque, qui sera le premier concert avec les trios pour clarinette, avec Paul Meyer et Claudio Borges, des trios de la jeunesse de Beethoven, où il était à l'époque très connu pour être un improvisateur, un peu le Keith Jarrett de l'époque. La deuxième période, le concert sera en juin, qui est un petit peu la période héroïque de Beethoven, de la symphonie héroïque, un petit peu de commencer avec des œuvres grandioses. Avec les quatuors à cordes de la période de Razumovsky, le quatuor Hermès sera là, avec un très bon violoncelliste à l'intérieur du quatuor, Yann Levionov, qui était déjà venu il y a 2 ans, avec lequel nous ferons une sonate pour violoncelle et piano. Donc ça, c'est le 2e Beethoven, donc le Beethoven de la fin, où il est redevenu un peu improvisateur. C'est une musique qui va très très loin. Et nous allons décider de jouer toutes les dernières œuvres pour piano à partir de l'opus 101, c'est-à-dire les 5 dernières sonates, 101, 106, 109, 110, 111. C'est quand il était sourd, ça. Oui, il était sourd depuis déjà la période héroïque, il commençait à être sourd. Il était sourd, mais donc sa musique est vraiment partie très loin dans une inspiration qui vient vraiment de très profonde. Alors, pour le reste, 2-3 petites choses quand même encore. Le fait qu'on a des grandes personnalités qui viennent, ça c'est vraiment une évolution de saison en saison dans les propositions qu'on reçoit, les contacts que je peux avoir. Il y a des noms de plus en plus connus et de plus en plus célèbres. Donc ça veut dire quand même que d'année en année, des célébrités connaissent Namur et peuvent la situer sur la carte. Et leurs agents aussi. Ce n'est pas rien, et leurs agents aussi. Donc, on ne peut pas faire toute la liste, hein, mais enfin, si on en isole quand même quelques-uns,
Ton Koopman, par exemple, la première fois qu'il vient diriger, ce sera la deuxième symphonie de Beethoven et la symphonie Jupiter de Mozart. Jordi Savall, évidemment, c'est une référence absolue. Alors, on a déjà eu l'occasion de l'accueillir chez nous, mais avec un programme romantique, avec orchestre. Ici, on l'aura dans ce qui fait sa réputation depuis très très longtemps en musique ancienne. On s'en réjouit, bien entendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi René Jacobs qui va venir pour la première fois diriger à Namur, et on en est très fiers et très, très heureux aussi. Dans les solistes, on a des valeurs sûres comme Lorenzo Gatto, par exemple, qui va quand même venir jouer 4 concertos pour violon de Mozart en 2 concerts séparés. Il y a Valère Burnon aussi, qui va aussi jouer un concerto de Mozart dans la saison. Parmi les pianistes, on peut citer quelqu'un qui n'est pas très très connu chez nous, mais beaucoup plus dans les pays germaniques, par exemple, qui est Elena Bashkirova. Bashkirova, c'est la compagne de Daniel Barenboim et la copine de Martha Argerich. Voilà. Donc il restera à voir Martha Argerich la prochaine fois, mais voilà, on progresse. Comme tu le disais tout à l'heure, dans les chanteuses, Marie-Nicole Lemieux, par exemple, c'est vraiment un plaisir de l'avoir dans la programmation, bien entendu. On a aussi Lucille Richardot, qui commence à être connue du public, je pense, parce qu'elle est déjà venue 2 fois. C'est une personnalité vraiment à part. Puis c'est une très belle voix. C'est une voix absolument fantastique. Et puis surtout, elle n'a pas peur de programmes originaux. Oui. Je ne vous en dis pas plus. Et donc, c'est quelques exemples, mais on peut parler aussi des ensembles. On a, comme vous le savez, en dehors de ceux que j'ai déjà cités dans les collaborations avec le chœur de chambre de Namur, il y a l'ensemble Clématis aussi qui est en résidence ici depuis plusieurs années. On a Vox Luminis qui va vous proposer 2 grandes œuvres de Purcell dans la même saison, en plus de tout le reste qu'on vous a déjà annoncé, à la fois Didon et Aîné et King Arthur. Ce n'est pas rien non plus. On a aussi le retour du Ricercar Consort qui viendra avec un programme de cantates de Bach. On a le concert de la Loge avec Julien Chauvin qui vient refaire les 4 saisons de Vivaldi dansées. Oui. Donc aussi une collaboration directe avec l'Opéra Royal de Wallonie et le concours Reine-Élisabeth. On aura l'occasion, je ne sais pas par quel miracle c'est possible, mais on prend, d'avoir en récital les lauréats du concours de chant 2027. La finale, ce sera terminé 2 jours plus tôt, ou 3 jours avant, et avant le concert officiel à Bruxelles de gala à Beaux-Arts. Entre les deux, ils ont décidé qu'ils passaient d'abord par Namur. C'est pas mal quand même. Pas mal. Bon, et ben voilà. Donc Bertrand, on a fait une première saison jazz qui s'est terminée hier soir. Avec Stéphane Galland, effectivement. Est-ce qu'ils apprécient le grand manège, les musiciens de jazz? Et oui, à chaque fois on me dit quelle salle incroyable, quel piano incroyable, tout est incroyable ici. Et le public, ça c'est quelque chose qui me revient souvent, c'est que le public est très à l'écoute et très agréable, avec qui on peut discuter. Et donc c'est très agréable pour les musiciens de venir ici. Et beaucoup déjà commencent à redemander à venir. Sullivan Fortner, pour ceux qui connaissent,
Pianiste incroyable, il est considéré comme un des meilleurs du monde actuel. Tout simplement, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a Fred Hurch, qui est un grand pianiste chez ECM, qui l'a dit, c'est probablement le meilleur pianiste actuel. Et puis tout simplement parce qu'il vient de gagner le Grammy Awards du meilleur album instrumental de jazz en 2025, enfin en 2026 ici, pour son album en 2025. Et je crois que l'acoustique va être parfaite pour ce trio. C'est vraiment un grand moment pour l'avoir. Il faut savoir que Sullivan Fortner, c'est le genre de mec qu'on va trouver à Beaux-Arts, et puis en Wallonie, il vient jamais parce qu'il n'y a aucune salle qui peut l'accueillir. Je suis très ému. Voilà. Alors on va avoir aussi Akamoun, les vrais. Ah Ah oui. Akamoun, c'est pas le premier groupe qui est venu jouer ici, Si. comme en jazz, enfin, Oui. amputé de 2/3. Oui, mais ils n'étaient pas tous là. Ils étaient Ben oui, très c'est ça. mécontents. Là, ils sont complets. Là, on espère, on espère. Akamoun, et alors pourquoi Akamoun? Il faut savoir que 2026, c'est une année centenaire. Il y a énormément de musiciens qui sont nés en 1926 à qui on doit rendre hommage. Pour Akamoun, ce sera John Coltrane, grand saxophoniste légendaire. Il y a avant Coltrane et après Coltrane. Et, ah oui, j'ai oublié de dire que Sullivan Fortner, je reviens, c'est aussi le compagnon de Cecil McLaurin-Salvant, qui a 3 Grammy Awards. Toi, tu aimes bien faire des qui? Mais c'est important Oui, mais de savoir qui est avec qui. Ça intéresse tout le monde. Parce Très bien. que Akamoun, ça reste Akamoun. Après plus de 30 ans de carrière, ils sont toujours là, avec autant d'énergie, mais toujours autant de recherche rythmique et aussi harmonique. Nabou, c'est une tromboniste qui joue partout, sauf en Wallonie. C'est incroyable. Elle vient de sortir son 3e album, Indigo, qu'elle présentera le 11 décembre, de mémoire. C'est vraiment le chef de file d'un renouveau du jazz belge. Déjà, une femme tromboniste, c'est assez rare, qui en plus est leader de son groupe et qui développe un jazz très personnel, avec des envolées très groove. Elle ne joue jamais en Wallonie et je voulais vraiment remédier à ça. Et moi j'ai écouté, j'aime bien. Ah. Et on va C'est une faire un grande hommage musicienne. à René Thomas. Ah, Ça, c'est René bien, Thomas. ça. Je ne sais pas si vous connaissez René Thomas, c'est un des plus grands musiciens de jazz belge. Et, petite anecdote, Oui, vas-y, j'adore. Il est avec qui? il est avec qui? Ah, pardon. Django Reinhardt l'a appelé le Django belge. C'est lui-même qui lui a signé un petit papier en disant, après avoir joué quelques notes avec lui, en disant « Toi, tu iras loin, mon petit. Tu es le nouveau futur Django belge. » Et alors, on va terminer avec Stacy Ken. Voilà. Alors là, c'est la légende absolue. Ah, vous C'est- connaissez? Ah ben oui. Voilà. c'est Même tout. moi, je connais. Bah, que dire, c'est des nominations Grammy Awards. Elle a été que nominée, elle n'a pas gagné. Ah. Mais bon, c'est double disque d'or, disque de platine, des millions de disques vendus. 32e album, je crois, un truc comme ça. Et elle viendra présenter son nouvel album qui vient de sortir il y a quelques jours, A Time for Love. Ah, on va commencer par Lorenzo Gelmi. C'est un nom qui me dit vraiment quelque chose. Ça, je l'ai vu partout, sur plein de pochettes. C'est une star parmi les organistes, quand même. C'est vraiment une star parmi les organistes. Lorenzo Guglielmi, ça fait 30 ans qu'il fait battre nos cœurs. C'est l'idole de tellement de générations. C'est un Italien. On parlait tout à l'heure pour commencer la soirée de Roma. Lui, il vient de Milan. Lorenzo Guglielmi, son orgue est tellement beau, cet orgue Arendt, qu'en fait, il a développé une technique de pied tout à fait unique. On parle souvent, pour les organistes, du choix de leurs chaussures, n'est-ce pas, des pompes de circonstance. Eh bien, Lorenzo Guglielmi a choisi de développer une technique à la chaussette. On va demander au caméraman de filmer ses pieds. Et puis, il y a Il Convito qui va venir avec Maud Graton, je pense. Oui, alors, Maud Graton, c'est formidable parce que c'était la première organiste à jouer lors du premier festival des orgues de Saint-Loup, le printemps, qui a été inaugural, et elle a été, elle, un peu comme la marraine du coup des orgues de Saint-Loup, et je trouvais ça très touchant. C'est une jeune femme extraordinaire, elle a une énergie épatante, elle monte projet sur projet, depuis le pianoforte, clavecin, orgue, elle se soucie des projets jeunes publics. Si elle nous a proposé en fait de venir avec son ensemble Il Convito dans des cantates de Bach pour fêter les 10 ans de leur ensemble. Et puis, vous allez reprendre Les Yeux Soleil que vous aviez fait l'année passée. En Oui, décembre. alors
C'est beau parce que les compositeurs d'aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure c'est Stéphane Orlando qui est ici en résidence au Grand Manège. Tu parlais tout à l'heure de la musique de Jean-Luc Favechamp. Et la musique de Stéphane Orlando, c'est merveilleux parce que c'est une musique qui s'adapte à toutes circonstances. Et ici, quand on lui a proposé d'écrire la musique pour un conte avec les mots d'Aurélien Dony, qu'on connaît bien ici aussi au Grand Manège, qu'on connaît bien ici à Namur, il vit à Namur, et Stéphane Orlando a réussi à conjuguer ces instruments pour entourer, pour illustrer cette fable qui touche le cœur de tous les âges, des enfants jusqu'aux plus grands. Oui, c'est vrai. Et donc on revient avec les Lamentations du Nord. Et alors là, Ophélie Gaillard et Sandrine Pillot. Oui, c'est extraordinaire de si grands noms, de si belles musiciennes, de si beaux musiciens. Ophélie Gaillard, quand elle m'a contactée, elle m'a touché le cœur en me disant « J'aimerais pouvoir jouer de mon instrument, de mon violoncelle près de l'orgue de nef. Je sens qu'il y a quelque chose à faire ensemble. » Et c'est vrai que cet orgue qui est posé au sol, qui est plus intime, qui se dédie vraiment à dialoguer avec d'autres comparses, va se prêter admirablement bien à la basse d'archet, qui va venir renforcer ses basses, va venir faire ensemble un beau ménage. Ophélie Gaillard, qui est française, nous avait proposé le titre « Une nuit en Flandre ». Ça n'allait pas. Et moi, j'ai dit « ça va pas ». Donc ça devient les Lamentations du Nord. Tout simplement, on va aller de la musique de Jean-Sébastien Bach à la musique de Philippe Glass, mais aussi de Ravi Shankar, et puis donc Moondog, qui va avoir ce côté... il faudra venir simplement découvrir, se rendre compte à quel point c'est une musique qui peut nous enchanter dans un tel endroit. Ravi Shankar qui a donné son nom à Ravi Coltrane, oui. Si vous suivez. Et ici, il ne va pas venir seul. Il va venir avec un percussionniste, Henri-Charles Caget, un comparse avec qui il aime dynamiser la musique d'orgue, et aussi avec Ryo Ishikawa, qui est sa compagne. Et ensemble, ils vont jouer des 4 mains pour justement décupler la machine et nous emmener dans des sonorités inouïes. Jean-Philippe Mercart a étudié au Conservatoire de Paris. Au Conservatoire de Paris, il y a l'habitude d'envoyer un étudiant pendant une année au Japon pour jouer un orgue dans une magnifique salle de concert. Et lui, il est resté au Japon. Et l'anecdote, je pense, c'est qu'après avoir inauguré les orgues de Saint-Loup, la manufacture d'orgue Thomas a construit un orgue pour le Japon. Et c'est Jean-Philippe qui en était expert. Et aussi, je m'en voudrais de ne pas signaler qu'au mois d'août, l'été Mozan, en partenariat avec le CAVEMA et les orgues de Saint-Loup, on accueille Jean-Luc Haut et Johan Moulin dans un répertoire à 2 orgues. Et ça, c'est chouette parce que justement, ces 2 orgues qui, à l'époque, n'en formaient qu'un, peuvent toujours dialoguer. Et tout à l'heure, on parlait de la musique italienne du XVIe siècle. Et justement, quand on voit à Saint-Marc à Venise l'invention de la stéréo avec ses doubles chœurs, ici, bien, on va pouvoir baigner acoustiquement dans ce sentiment de double chœur. Parce que une maison comme la nôtre ne peut qu'être ambitieuse dans son désir de partager, de faire partager la magie de la musique avec les plus jeunes. Et donc de susciter aussi des rencontres entre les artistes professionnels qui fréquentent la salle et les enfants, qu'ils soient musiciens eux-mêmes ou des écoles, et de destiner aussi aux plus jeunes, et jusqu'aux bébés d'ailleurs, des spectacles spécifiques. Et donc dans ce domaine, c'est Marie Avaux qui est aux commandes. Marie Bienvenue. Tu fais plein de choses pour la jeunesse, mais il y a un truc emblématique quand même, c'est ta programmation pour les natines, pour les tout petits de 0 à... De 0 à l'âge qu'on souhaite, parce qu'il y a certains enfants plus grands qui ont besoin de passer par ce genre de programmation vraiment toute légère et toute douce. Donc de 0 à jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et alors le premier spectacle, ça s'appelle Zuct. Alors je crois que c'est tabouret, mais en fait c'est Souffle, c'est ça? Souffle, oui. La programmation jeunesse qu'on pense, elle est intrinsèquement liée à celle que Jean-Marie construit. Il y a toujours un rebond quelque part. Alors Zuct, c'est un accordéoniste
qui vient avec son souffle raconter des histoires qui ne sont pas avec des mots, mais avec du son et de la danse. Et l'histoire qui se raconte avec ce spectacle, qui est tout en douceur, c'est comme un écho à la Revanche de l'arbre de l'année passée, où il y avait un accordéoniste qui était là et qui a fait aussi rêver des enfants, parce qu'on a fait plein de scolaires autour de cet événement. Et est arrivé du coup jusqu'à moi, Jonathan Denec, qui fait cette proposition merveilleuse, tout en douceur, de 0 à 5 ans, mais plus si on veut. Okapi. Okapi, c'est une compagnie, c'est un spectacle d'une compagnie qu'on adore, qui est flamande, qui s'appelle Klankenist, et qu'on invite chaque année. Chaque année parce que, en fait, leur façon de construire un spectacle pour tout petit correspond exactement à ce que nous, on aime. On part d'une inspiration profonde, classique, baroque, intrinsèquement liée au répertoire, et puis on le développe avec des outils ou des techniques extraordinaires. Et cette fois-ci, Okapi, qui est dans le cadre du Festival des Égalités, ils utilisent l'argile sur scène avec les petits qu'ils invitent à faire pratiquer cette matière. Alors tantôt ça devient un atelier exploratoire entouré de musique, tantôt ce sont de vrais instruments qui cohabitent avec la musique d'Hildegard von Bingen qu'on adore particulièrement. Oui, le Sacre du Printemps. Ah, c'est deux? Oui, c'est deux. Alors en fait ils ont une résidence à de Baylock qui devient aussi un partenaire que l'on touche tout doucement. Et le Sacre du Printemps, pour les tout petits, c'est quelques minutes mais avec les plus grands thèmes. Ça fait aussi écho à quelque chose qu'on porte chaleureusement, c'est la musique contemporaine. On a fait un festival magnifique il y a peu. Et donc ça permet aux tout petits, dès vraiment les prémices de l'âge, de rentrer dans la musique dite contemporaine, en tout cas avec les codes qui vont avec. Et là, on a un toy piano, et les enfants vagabondent parce qu'il y a aussi une danseuse qui les invite à vivre la musique telle le Sacre du Printemps. Ilitis, un autre lien avec chez nous, le 40e du chœur, Zoé Pierrot. Elle fait partie du chœur, elle fait vraiment partie des figures importantes du chœur parce qu'elle fait notamment partie des Indes galantes qui tournent partout dans le monde. Et elle a créé 2 spectacles pour tout petits, et le deuxième est Ilitis. C'est une ode au merveilleux où 2 fées se rencontrent et son traverso raconte des histoires mélangées à la voix qui doit revenir dans les foyers, qui doit être réinvitée. Et elle le fait tout en douceur, tout en invoquant le besoin de se retrouver avec l'outil qu'on a tous, la voix. Petite sarabande avec Kevan Chemirami le dimanche. Oui. C'est lui qui a voulu faire une proposition pour les enfants après avoir fait Piccolo Nabucco avec Léo. En fait, on a une tradition maintenant, c'est qu'on a inauguré des commandes avec Leonardo, avec Piccolo Nabucco. Le lendemain du Nabucco de Falvetti, ils ont fait un Piccolo Nabucco. Et Kevan était dedans. Il en est ressorti transformé. Il ne savait pas qu'un public de si petit sur scène et avec une telle proximité pouvait être si attentif et même gourmand de suites de musique. Ensuite, on a eu Juliane Prégardien avec Baby Schubert et Dan Tepfer avec Bach. Et cette fois, on lui a proposé de faire une petite sarabande. Donc, il vient vraiment avec presque toute l'équipe et la danseuse qui évoque la méditation en danse, à force de tourner. Mais aussi, ce qui est merveilleux dans cette programmation, c'est que, avec beaucoup de douceur et de simplicité, il évoque la tradition des chants perses et des chants perses actuels, la poésie, mais tout ça en musique. Et puis, il y a un autre spectacle pour enfants qui s'appelle SR9. Oui. Alors SR9, c'est aussi dans le cadre du Festival des Égalités, où ils vont avoir une tout publique et le lendemain une scolaire. C'est la musique que vous avez entendue tout à l'heure quand je suis arrivée. C'est également le cas de 4 saisons dansées, qui est dans le Festival des Égalités. Il y aura une tout publique et une scolaire. Et là, pour le trio SR9, ils ont un programme qui s'appelle Métamorphose, qui navigue dans plein de répertoires, vraiment très variés, actuels, comme Agnarani, mais aussi baroques, qu'ils réarrangent avec un instrumentarium incroyable, autant du verre frotté que des xylophones. Ils ont une attitude très fraîche, très sympathique, ce qui m'a donné l'envie de leur demander de faire participer le public, ce qui offre l'opportunité aux enfants de venir découvrir un concert qui, à la base, est pour l'adulte, mais inclus dans sa dimension vagabonde de l'enfant qui a besoin de bouger, ils vont participer autant en tout public, prenez le risque de venir essayer de vous amuser pendant un concert, que le lendemain avec les enfants et la scolaire.
Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long, qu'on vous a pas ennuyé une seule seconde. Et on va terminer en musique avec les concertos de Bach. Bon anniversaire, le chœur!